Bonsoir à tous, bienvenue en direct dans la 3e édition de Watch Up sur Watch TV. C'est le rendez-vous bimensuel de la nouvelle économie et des startups avec pas mal de rendez-vous encore ce soir, pas mal de gens à rencontrer. Je vous remercie d'être là, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis on va essayer d'interagir tout au long de cette heure avec évidemment un hashtag. Là, il y a un oiseau là, qui peut passer de temps en temps et vous pouvez balancer des messages avec le hashtag WatchUp, OUATCH, UP, WatchUp. Pour intervenir, c'est marqué en bas, hein. C'est comme un fameux fromage, en bas de l'écran, à droite. À ma droite, ça n'est pas Benjamin Vincent qui co-anime régulièrement cette émission, mais Ilan Abeacera, puisqu'il est dans le champ. On en profite pour lui dire bonjour tout de suite. Salut Ilan. Salut Bertrand. Chroniqueur de la Silicon Valley, qu'on a déjà retrouvé dans les 2 premières éditions, non, dans une seule des 2 éditions d'ailleurs, je crois bien. Et du côté de Palo Alto, patron de Productive, vendu depuis à Jive, boîte américaine, donc installé depuis quelques mois dans la Silicon Valley, depuis New York avant. New York où était la start-up juste avant. Et on va parler des infos américaines, il y a plein de choses à raconter. On parlera de Marissa Mayer, la patronne dépensière de Yahoo, c'est moins qu'on puisse dire. Claque du pognon, hein, Marissa Mayer. On parlera de Steve Ballmer qui, lui, dépense beaucoup d'argent dans des drogues illicites, très certainement, pour faire des bons de cabri depuis 30 années comme ça. Et puis on parlera également de la montre Samsung. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tu nous donneras ton avis. On parlera également de Frontback, qui est un gros buzz apparemment. Ouais. Bah oui. Aux États-Unis, boîte française. On va tout vous raconter, ça se passe sur des iPhones. On aura également Yossi Dan depuis Tel Aviv. Tiens, on peut lui faire un petit coucou d'ailleurs, puisqu'il est en Skype avec nous. Yossi, salut. Salut Bertrand et salut à toute l'équipe de Watch TV. Bon, on ne reconnaît pas exactement Tel Aviv derrière toi, on reconnaît un mur blanc, mais il faut nous croire sur parole, on est à Tel Aviv et il est quand même tard, puisque là on est en direct à 22h pour l'enregistrement de cette émission, la première diffusion de cette émission sur Dailymotion et sur YouTube, /Watch TV en l'occurrence. Et il est quoi? Il est 3 heures de plus du côté de Tel Aviv, hein, c'est à peu près ça, Yossi, c'est-à-dire qu'il est un peu tard, quoi. Il est un peu tard, c'est seulement 1 heure de plus, mais en vérité, on est en vérité sur 2-3 fuseaux horaires si on avait un horaire logique en fonction de la géographie. Ah oui, là, ça s'est complètement décalé avec les horaires d'été, horaires d'hiver et compagnie. Donc ça va, c'est pas encore trop tard. Plein de choses à raconter. Toi, tu es expert en innovation, multi-entrepreneur. Tu es également quelqu'un qui dirige des incubateurs ou des choses comme ça. Tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Et il y a plein d'informations sur ce qui s'est passé tout au long de cet été en Israël, dont on rappelle que d'aucuns la nomment la Startup Nation. C'est-à-dire que là-bas, il se passe énormément de choses. Et il y a notamment beaucoup de startups américaines, ou israéliennes en l'occurrence, qui visent du côté du marché américain et qui veulent devenir globales. On aura également Aurélie Davot, qui est la fondatrice de Mafringue.com. Mafringue.com, c'est un nouveau moteur de recherche d'une certaine façon. En tout cas, c'est un comparateur de prix pour les fringues qui va beaucoup plus loin que ce qu'il y a eu jusqu'à présent, puisque ce sont 30 critères. Et parmi les critères, on peut savoir, dans les fringues qu'on veut sélectionner par exemple, quelle matière, quelle coupe, quelle taille, est-ce qu'il y a un décolleté, est-ce qu'il n'y en a pas, quel genre de col on veut dans les fringues, c'est pour l'instant pour les femmes. Et Aurélie Davot vient de lever avec sa start-up 300 000 euros auprès d'investisseurs, et notamment Denis Fayol, qui n'est pas totalement inconnu, c'est le créateur de lafourchette.com, il est également un des fondateurs vraiment de cette start-up, il la suit de très près. Et puis on parlera également encore fringues avec IamLaMode.com. IamLaMode.com, en fait, c'est le premier site de crowdfunding pour les créateurs de mode. Ça a été créé notamment par Alexandre Diard, qui sera avec nous pour parler de mode dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce qu'on a un petit jingle histoire de faire assez professionnel? Allons-y gaiement. Alors ça, c'est pas un jingle, c'est Frontback. C'est l'ouverture de la chronique d'Ilan. Ilan, d'abord un mot de ce qui se passe pour toi. On en avait parlé la dernière fois, mais ce qui se passe pour toi du côté de Palo Alto, ça a l'air de bien se passer en fait. L'intégration dans cette boîte américaine, c'est pas toujours simple quand on est un Français qu'on arrive là-bas, non? Oui, effectivement, écoute, il y a 2 choses qui sont pas évidentes. La première, c'est de passer d'une start-up de 10 personnes à une entreprise de taille moyenne, parce que c'est pas une grosse boîte non plus, 650 employés. Oui, pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas Google non plus. C'est pas Google, mais enfin par rapport à ce qu'il y avait avant, oui. Vous étiez combien? On était 10. Oui, Ouais. 10 à 650, ça vaut un peu, d'autant que Ouais. toute l'équipe est partie là-bas aussi. Hein. Voilà, toute l'équipe est partie. Le gros avantage pour nous, c'est qu'on est vraiment resté la même équipe et qu'on continue à travailler sur Productive comme on le faisait avant. Ça n'a pas changé. Donc ça, c'est super sympa. Bon, on a changé de location. Voilà, maintenant, on est en Californie.
Et ben, je suis agréablement surpris. Moi. Oui, alors c'est marrant parce qu'on en avait pas mal discuté avant. Ouais. Et en fait, New York, c'est quand même un état d'esprit particulier qui est l'état d'esprit très européen. C'est aussi l'endroit où les startups sont en train d'arriver par paquet de 12. Tu as quitté New York au moment où ça devenait super hype et finalement, la Californie te plaît bien, ça va bien. Bah écoute, j'adore. Non, en fait, déjà la Californie, c'est magnifique. C'est un état qui est splendide. Il y a plein de choses à découvrir, et puis à côté de ça, c'est vrai que quand tu habites à Palo Alto, tu es au centre de l'innovation, tu es au centre de la Silicon Valley. Il y a tellement de choses qui se passent que déjà professionnellement tu t'épanouis, et puis après c'est vrai que quand tu as une famille, le climat est top, voilà, on s'y fait très bien, hein. Ouais. On va parler des dernières informations. Juste avant, un petit mot quand même pour vous dire que celui qui coanime d'habitude l'émission, Benjamin Vincent, est de l'autre côté de la vitre cette fois-ci. C'est lui qui réalise. Tu peux nous faire coucou, personne ne te voit, donc ça mange pas de pain là. C'est absolument tranquille. On fait semblant, il est pas là. Il a même un micro pour parler s'il a envie. Je peux quand même vous dire bonjour. On mélange un peu tout. On met un peu Et bonsoir. Voilà. On met un peu de Skype, un peu de radio, un peu de télé dans tout ça. Alors, on va parler de Frontback. Donc, Frontback, qu'on a vu un tout petit peu, en fait, c'est un vrai buzz actuellement. Il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de téléchargements. Tous les gros blogs, y compris les gros journaux américains, parlent de cette appli qui, en fait, est sur iPhone et qui est une idée toute bête, en fait. On a un appareil photo d'un côté et de l'autre. Pourquoi ne pas se servir des deux ? Exactement. L'idée est bête, et si tu veux, si on nous en avait parlé avant le lancement, on n'y aurait pas cru. Parce que c'est encore une autre appli de photo sharing. Donc ça, c'est vrai qu'on commence à en avoir un peu marre. Et puis, il s'est passé quelque chose. Alors, il y a une espèce de tendance aujourd'hui de ces photos qu'on appelle les selfies. Et en fait, c'est des photos de soi qu'on poste. Voilà. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'on les poste avec l'appareil photo frontal de son téléphone. Et donc Frédéric Delafaille, qui est le fondateur de Frontback, s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'il y a un côté très fun et qui a fait que c'est devenu assez viral très rapidement. Alors c'est des Belges, c'est pas des Français, je précise. Mais bon, c'est des francophones. On je suis déçu, je pensais que c'était des Français. Oui, mais bon. Écoute, voilà, on les soutient aussi. Ils sont installés à New York, ils ont levé des fonds avec en fait leur appli précédente qui est Check10 et qui marchait aussi pas trop mal. Mais bon, là, Frontback, c'est un autre niveau. Alors, là, on voit bien que les illustrations, par exemple, sur le téléphone, donc il va y avoir moitié-moitié. La photo de face va être en haut, la photo de celui qui prend le cliché va être en bas, moitié-moitié. Ils ont vraiment voulu jouer l'équivalence, ce qui est un petit peu différent de ce qui existe notamment sur le Samsung S4, par exemple celui-là, où on peut prendre des photos et incruster une petite vignette en fait, de celui qui prend la photo à l'intérieur. C'est complètement natif dans le Samsung S4 et ça n'existe pas du tout dans l'iPhone. Et on se demande pourquoi on n'avait pas pensé à ça, tout simplement. Parce qu'après tout, c'est une évidence qu'on peut faire deux photos à la fois. Ça va dans le sens quand même d'un web qui se veut proche des émotions de plus en plus. Je ne sais pas si tu le sens aux États-Unis, mais moi j'ai le feeling que le web aujourd'hui va vers ça. Quelque chose de très personnel, de très émotionnel. C'est-à-dire qu'on veut voir la tête de celui qui prend la photo au moment où il la prend et dans quelle émotion il est. Évidemment, sur la pub, il regarde des jolies filles, donc il est ébahi. Mais enfin, on peut avoir d'autres émotions en prenant une photo. On peut avoir aussi une petite larme à l'œil et partager ça. J'ai envie de dire que les photos, d'une façon générale, ça joue sur les motifs. C'est comme ça qu'Instagram est devenu si gros. C'est un partage de moments, d'instants qui est assez, en général, fort. Que ce soit des belles photos ou juste une soirée entre amis. Et Instagram sort de son succès de là. Donc Frontback, aujourd'hui, je crois que c'est à peu près un peu plus de 200 000 downloads. Donc c'est pas mal du tout, mais surtout un gros buzz aux États-Unis. C'est incroyable. C'est impressionnant. Donc bravo. Donc si vous ne l'avez pas encore, Frontback. Donc tiens, au fait, qu'est-ce que tu penses du dernier iPhone en passant, est-ce que tu sais ce qui s'est dit un petit peu du côté de chez toi? Parce que là, tu es en France pour quelques jours, en fait, ce qui explique ta présence. C'est pas un hologramme dans ce studio. C'est vraiment le vrai Ilan. C'est un hologramme. Pardon. Je ne suis pas là. Je vais passer à travers. Attention, mesdames, messieurs. Bon, le mieux, c'est que je te mette une claque et on voit tout de suite si c'est un hologramme ou pas. Ça devient dangereux, là. Ça devient dangereux. Non, est-ce qu'il s'est dit des choses particulières? J'ai pas le sentiment que c'est quand même une fois de plus l'annonce du siècle. Non, c'est une fois de plus la déception, j'ai envie de dire. Et puis ça se voit, je crois, sur Wall Street aujourd'hui. Le stock perd pas mal de points. Oui, Benjamin, l'action, excuse-moi. Donc l'action a perdu pas mal aujourd'hui, et c'est vrai que alors pour le coup les rumeurs étaient toutes justes. On avait annoncé un iPhone moins cher et un iPhone on avait annoncé un iPhone low cost.
Alors 599 dollars à low cost, moi je n'appelle pas ça comme ça. Hein, oui, mais bon, c'est quand même un iPhone destiné en l'occurrence à la Chine. Aux Chinois riches. Donc, voilà. Oui. Et non, donc ils avaient annoncé 2 iPhones, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Bon, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin de passer 2 heures dessus, rien de révolutionnaire. Je crois que la firme de Cupertino est en train un peu de perdre de sa superbe. C'est le moins qu'on puisse dire. D'année en année. Et celle qui grimpe, c'est un peu celle-là, hein, sans vouloir faire de la pub, celle de Séoul. Et justement, à Séoul, on a pensé à faire une montre avant la fameuse iWatch d'Apple que tout le monde attend, qu'on ne verra certainement jamais. C'est la Gear, Galaxy Gear. Alors bon, là, par contre, on a le sentiment que pour une fois, Samsung, qui vraiment cartonne et qui en 2 ans est devenu absolument leader sur le téléphone, c'est un tout petit peu planté quand même. C'est pas mal, mais enfin, c'est pas non plus révolutionnaire. Je sais pas ce qu'on en dit du côté de la Silicon Valley. Écoute, les smartwatches, on en parle depuis longtemps. J'y crois pas plus que ça, sincèrement. Moi, je trouve que c'est vraiment du gadget aujourd'hui. Il se trouve que l'évolution aujourd'hui de ces objets connectés va sur plus d'écrans. C'est exactement la même chose que des Google Glass. Google Glass, c'est rien de plus qu'un autre écran qui est devant son œil, qui réagit aussi au toucher. Bon, la montre Samsung, c'est dans la même lignée. Je trouve qu'elle est assez jolie, perso. J'aime bien le design. Ouais, ça fait un peu iPod mini dans un truc un peu... Oui, ça ressemble à l'iPod mini. Le look fait plus allemand que coréen, pour le coup. Là. Oui, ça fait pas très coréen, je suis assez d'accord. Ouais. Mais non, par contre, ce qui était marrant hier, c'est qu'au moment où je suivais la keynote sur Twitter d'Apple, en fait, t'as Samsung qui a fait des tweets sponsorisés pour dire que les téléphones connectés, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est le téléphone plus la montre. Et donc, ils faisaient la pub de leur montre Samsung Gear. En tout cas, Samsung innove. Et ils lancent des choses, et plusieurs fois par an, et ils avancent. Et ça... En tout cas, ils avancent plus vite que la marque à la pomme, ça c'est clair, puisque la montre, eux, ils l'ont sortie. Il n'y a pas de mal. Un petit mot de Marissa Mayer. Marissa Mayer, c'est la jolie blonde, enfin ça dépend comment on se situe, enfin en tout cas les blondes est plutôt agréable, patronne de Yahoo, elle a l'air un peu pet sec, alors ça la rend un petit peu moins sexy, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une grande comique devant l'éternel, j'ai l'impression. En tout cas, quand on raconte son histoire, il y avait d'ailleurs un article que tu avais mis en exergue sur Facebook où on racontait sa véritable histoire, et on dit que c'était une folle furieuse de travail, qui bossait 120 heures par semaine quand elle est arrivée chez Google, et qu'elle a vraiment grimpé les échelons à la force du poignet, dans le bon sens du terme, hein, vraiment le travail avant tout, et elle en a gardé quelque chose qui est assez radical dans la forme. En tout cas, là où elle est assez libre dans sa tête, c'est quand il s'agit de faire des chèques. Elle y va gaiement. Est-ce qu'on pense vraiment que c'est quelque chose qui va porter ses fruits ? Écoute, la stratégie, je pense, de Marissa Mayer, et que perso, je respecte énormément. Parce qu'elle a pris le job le plus difficile de la Silicon Valley. C'est évident. Donc, de le prendre, c'est pas le plus dur. Mais de tenir, c'est déjà un peu plus difficile. Donc, en fait, ce qu'elle s'est dit, c'est que ça devient très difficile pour Yahoo et de garder ses talents, et de recruter de nouveaux talents. Et donc, au lieu de lutter pendant plusieurs années, ce qu'elle s'est dit, c'est qu'on va commencer à racheter des startups qui ont des talents, et des talents particuliers. Et en l'occurrence, ce qu'elle a fait, c'est que quasiment dans toutes les acquisitions, il y a des profils PhD, donc des docteurs en linguistique, en ce qu'on appelle en anglais Natural Language Processing, donc vraiment de la sémantique. Mais est-ce qu'elle achète des talents ou de l'audience ? Parce que non, elle n'achète pas beaucoup d'audience, à part Tumblr. Tumblr, c'est la grosse acquisition de Yahoo. On verra ce que ça donnera. Elle a promis qu'elle ne changerait pas l'ADN de Tumblr, exactement. Par contre, toutes les autres acquisitions, c'est des talents. C'est juste pour repeupler Yahoo. Parce que Tumblr, c'est vraiment absolument énorme. Et aujourd'hui, ça prend des parts de marché à Facebook. C'est extrêmement simple. C'est le micro-blogging, on va dire, qui revient vraiment à la mode. Et puis, c'est les ados, surtout. Et c'est ça qu'Yahoo recherche. Ils ont un problème de marque. Et ils ont un problème de talent. Et la vision, pour le coup, on la connaît toujours pas. On ne sait pas ce qu'elle a derrière la tête. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont en train de renforcer les produits où ils étaient très forts, laisser tomber les autres où ils étaient assez nuls, et en train certainement aussi de créer de nouveaux produits. Est-ce que c'est un bouquet de produits à l'arrivée et quelque chose qui veut la jouer à la Google avec un bouquet de services, ou est-ce qu'on est dans un média ? C'est ça le problème. C'est que d'un côté, on fabrique des contenus par paquet de 12, et de l'autre côté, on rachète des sociétés pour faire un bouquet de contenus. Où est la logique en tout ça ? Ça ressemble de moins en moins à un média. Pour moi, Yahoo, ça va se transformer assez rapidement sur de la pub, et peut-être même, je dirais, du software. Je pense qu'ils vont commencer à s'intéresser à ça de près. Bon, donc Marissa Mayer, toi, tu penses qu'elle est sur la bonne ligne, a priori ?
C'est très dur à dire, mais en tout cas, je respecte ce qu'elle fait et ça a le mérite d'être cohérent. Bon, Voilà. puisqu'on parle de la bonne ligne, sans vous dire un jeu de mots, voici celui qui a défrayé la chronique depuis des années et qui partira bientôt de son patron, de son job de patron. On se fait un petit plaisir avec Steve Ballmer et ses gros délires. Steve Ballmer! Bon, là, c'est au petit déjeuner, hein, évidemment, parce que d'habitude, il est plus nerveux que ça, quand même. Mais c'est pas tout. Là, il est devenu très, très célèbre avec ça, vraiment, là, dans le grand public, parce qu'il en a fait des kilotonnes. Hein, je veux dire que. Je sais pas. Comment est-ce qu'il est perçu, lui, comme personnage on sait que les Américains sont assez volubiles, mais enfin, c'est pas un peu too much, quand même, non? Je vais te dire, la réponse est très simple. Il est perçu comme Microsoft, Ouais. à peu près. C'est le même style, quoi. Bah oui, enfin, Microsoft, ça s'est perçu comme une entreprise plutôt calme et pépère, tandis que lui, il est quand même perçu comme un excité de service, non? Oui, il est excité, mais après tout, on le juge à ses performances chez Microsoft, qui sont pas bonnes. Alors, il se fait vraiment détruire. Depuis l'annonce de son départ, bon, le jour du départ, l'action qui a pris, je crois, 8%. Ce qui est quand même incroyable, c'est assez rare. Il est resté quand même longtemps à la tête de Microsoft, mais la capitalisation boursière de Microsoft depuis son arrivée a été diminuée par 3. Donc, Pourtant, il y a eu des bons trucs chez Microsoft depuis quelques années. Enfin, on peut dire que c'est une entreprise qui s'est un peu réveillée, qui a produit oui, mais il n'y a pas beaucoup de des succès. OS intéressants. Ouais, Oui, regarde les produits. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont excités par Microsoft? Non. Est-ce que ça se saurait. Hein. non, Office, qui était leur vache à lait, je ne sais pas si elle va continuer à l'être très longtemps. Outlook, le software qui vend, SharePoint qui vend nos entreprises, c'est de moins en moins sexy. Tiens, attends, regarde-le, parce que tu nous mets le son, parce que il est quand même incroyable, ce bonhomme. On se demande comment il n'a pas encore pété une durite au niveau cardiaque, lui, parce qu'il est quand même pas fit. Et ah non, il va nous claquer entre les doigts, lui. Hein. Bah, non, je pense que là, maintenant, il va prendre sa retraite, il va partir faire de la pêche dans le Montana, et ça va lui faire, ça va lui faire du bien, très certainement. C'est ce qu'il faut, ouais. Bon, bref, c'est plutôt de bonnes nouvelles qui s'en aillent dans l'absolu, quoi. Oui, mais bon, le vrai challenge pour Microsoft, c'est comment ils vont s'en sortir. Parce que là, entre Windows Phone, entre Office, les softs qui vendent, la vente de Windows, c'est très difficile. Alors, les rumeurs disent que le rachat de Nokia était lié justement surtout à leur CEO qui voudrait mettre à la place de Steve Ballmer. On verra. Ouais, on verra ça. Bon, tu restes avec nous tout au long de cette émission, puisqu'on t'a dans ce studio en hologramme, autant en profiter un tout petit peu. Et on va passer dans les chroniques Skype, dans les rendez-vous Skype avec Yossi Dan, à qui on a dit bonjour tout à l'heure, bonsoir en l'occurrence, qui est du côté de Tel Aviv. Yossi, tu nous reçois bien? Ici Boulogne, je rentre très bien. Ici Boulogne, à vous Tel Aviv. Yossi, dis donc, il y a quelques jours, c'était le nouvel an juif, 5774, hein, si j'ai bien tout calculé. Tout à fait. Tout à fait. Exactement, tu as très bien compté. Est-ce que ça change quelque chose en matière de business en Israël? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point à partir duquel on fabrique quelque chose, on arrête, on se dit tiens, voilà, c'est la nouvelle année, comme ça se passe en France, pas la nouvelle année, mais pour le coup avec les grandes vacances où systématiquement c'est le break total et il se passe autre chose après. Est-ce que ça a un impact fort? Écoute, il y a quand même un impact parce que non seulement il y a eu il y a quelques jours la nouvelle année, mais en plus de ça, dans quelques jours, il y a la fête de Kippour, la fête du Grand Pardon. Donc, en vérité, entre ces deux journées, les gens travaillent un petit peu moins, sauf les startups. On a du temps avec la famille, les personnes religieuses, évidemment. Il y a tous les rites autour autour des fêtes. Et en vérité, jusqu'à Kippour qui va être ce week-end, on sent que c'est un petit peu au ralenti. Alors oui, il y a le avant et il y a le après. Et là, on est après, et c'est donc une bonne chose de souhaiter la nouvelle année à tous ceux
et à la communauté juive et à tous les autres qui nous écoutent ce soir. On dit Shana Tova en fait. On dit Shana Tova, exactement. Absolument. On ne parle pas de ce qui se passe après, parce que là, c'était juste là. On va parler de ce qui s'est passé avant, et notamment en Israël tout au long de l'été, parce qu'il y a eu une actualité qui était assez riche, et qui a été marquée alors, cet été et les derniers mois. Et Ilan suit ça évidemment aussi de près, par beaucoup d'acquisitions, de fusions en fait. C'est un phénomène il y a eu de la consolidation, on va dire, qui s'est faite depuis quelque temps sur les grosses startups israéliennes. C'est vrai que les investissements d'une manière générale se portent bien en Israël. Et ces derniers mois, alors si tu te souviens bien, je t'en avais parlé un tout petit peu il y a quelques mois, il y avait quelque chose qui se prépare avec Waze. On en entendait un petit peu plus parler ici qu'ailleurs. Et ce qui était fantastique avec Waze, c'est qu'il y avait 3 grandes boîtes américaines qui étaient prêtes à se l'arracher. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, en négociant très bien, non seulement à se vendre à un prix, je crois, record pour une application mobile, 1,1 milliard de dollars. Mais en plus, et ça c'était quelque chose de très important pour l'équipe, mais en plus ils ont réussi à avoir l'accord de Google pour que toute l'équipe reste en Israël au moins sur les 3 prochaines années. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé quand même le rêve suprême de toutes les startups, enfin presque toutes, se vendre à Google et en plus rester dans son propre pays. Waze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment une appli qui permet d'aller se balader, qui vous géolocalise et qui vous permet de savoir ce qui se passe en matière de circulation, d'échanger pas mal d'informations. Et ça donne... fantastique d'ailleurs. C'est absolument génial, c'est gratuit. Il y a Coyote d'un côté qui est payant, avec des versions du soft et du hard, et vous avez Waze qui est sur le téléphone et qui marche extrêmement bien. Partout dans le monde. Et puis on trouve absolument des informations sur tout ce qui se passe, puisque c'est le même système. On va signaler qu'il y a un radar, signaler qu'il y a des travaux, signaler qu'il y a un embouteillage en temps réel, et tout ça est transmis absolument à tout le monde. Apparemment, on est en train de chercher la vidéo de Waze. Oui, Yossi. Et en attendant la vidéo, quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils ont été très vite et qu'aujourd'hui, à l'intérieur de Google Maps, on voit déjà ici et là des éléments qui viennent de Waze. Ça ne sera pas un mal d'ailleurs, parce que là, ils ont une couche qui est vraiment intéressante, et ça, plus la force de Google Maps, ça promet un outil qui est absolument imbattable pendant les 20 prochaines années. C'est un super deal. Tu l'utilises, toi, non? Moi, j'utilise partout à Paris, comme à Palo Alto, comme à New York. Oui, on trouve tout le temps plein de gens qui sont connectés. Bon, regardez un tout petit peu ce que ça donne sur cette vidéo. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils se sont permis de faire ce qui ne se fait jamais en matière de vidéo, faire une vidéo verticale. Ça, c'est interdit par la Convention de Genève depuis une 50aine d'années, mais ils le font parce qu'évidemment, Waze, c'est fait sur des téléphones. Donc, c'est dans le format de ce qu'on voit sur son téléphone. C'est pour rappeler que c'est vraiment fait pour ça, quoi. C'est pas bête. Non, c'est pas bête. C'est assez rigolo de faire une vidéo verticale comme ça. Ce qui nous oblige à faire une petite manip pour vous la montrer quand même, en étant toujours présent. Il y a Waze, et puis il y a aussi une autre boîte qui s'appelle Trusty. Alors c'est différent, c'est dans un autre registre, ça y aussi. Oui, c'est vrai. Il y a d'un côté Waze qui avait été une boîte de crowdsourcing et de big data, et d'un autre, une autre boîte, Trusty, qui est dans le monde de l'entreprise, tout autour de la cybersécurité. C'est aussi une des deux, trois grandes tendances en Israël. Et avec un très grand succès, parce qu'a priori, je crois que le chiffre n'a pas été confirmé, mais on parle de quelque chose entre 800 et 900 millions de dollars à l'acquisition. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est IBM qui l'a racheté. C'est marrant parce qu'on voit justement la vidéo où le nom qui est affiché, c'est John Smith. Comme ça, c'est clair et net. On vise de toute façon, quand on est en Israël et qu'on a une start-up, le marché international. Et quand on parle international, on parle anglais. Et on vise d'abord le marché américain. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, avec Trusty. Il y a eu pas mal de consolidation, de rachats, mais en fait, il y a aussi un ralentissement des investissements en premier tour sur les start-up, apparemment. Ces derniers temps, ça tient à quoi, ça, Yossi ? Écoute, quelque part, ce qui est ici en train de se passer, c'est qu'il y a plus d'investissements, mais avec des plus petites sommes. Bon, ça, c'est une tendance. Je crois, Ilan pourra en parler. Je crois que ça se passe aussi pas mal aux States.
Il va en parler, mais c'est non. D'accord. Non, c'est la même chose. Et on se retrouve avec beaucoup de deals, mais des deals qui sont plus petits. Donc des deals de pré-seed, alors que la grande validation, une fois que le business model est en place, etc., et qu'on cherche à faire du scaling autour du round A, le round A, enfin... Il faudrait commencer à parler un peu français, monsieur, parce que le scaling en journée... La levée de fonds A, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle en France, mais on en voit moins. Donc d'un côté, plus de deals, mais c'est vrai, des deals moins importants. C'est-à-dire, c'est quelle fourchette? Et on a presque l'impression... Des fourchettes de 500 000 $ par exemple, des choses comme ça? Oui, je parle même de pré-seed, donc je parle même de beaucoup de deals à 100 000, à 200 000 $. Hein. Je comme ça se passe en France aussi. Ouais, je parle vraiment de ce genre de choses. Donc ça on le voit beaucoup. Je le vois aussi dans l'incubateur que je dirige et un petit peu tout autour. Ça semble être quelque chose qui va peut-être même grandir parce que un petit peu similaire à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Très bientôt, il semblerait que les business angels aient de plus en plus de facilité à investir même des petites sommes en equity sur des startups. Donc, c'est non seulement quelque chose qui s'est passé, mais je crois que c'est quelque chose qui va continuer. D'accord. Aussi aux États-Unis, c'est un peu une tendance? Oui, mais je pense que c'est une tendance partout parce qu'aujourd'hui, monter une startup, c'est à la mode. Donc, il y a de plus en plus d'idées, il y a de plus en plus de startups qui démarrent, donc de plus en plus qui sont financées effectivement dans les premiers tours, 100 000, 200 000, des amis qui investissent, la famille, c'est relativement facile. Mais beaucoup plus du coup laissés sur le côté, qui n'arrivent pas à aller très loin. Ou 300 000, qui est un chiffre très très courant en France par exemple. C'est le cas d'ailleurs de ce qui va se passer, on va en parler tout à l'heure avec mafranc.com, ce qui s'est passé en l'occurrence, puisque cette levée initiale s'est déjà faite. Rapidement, il y a quand même des startups israéliennes qui vraiment, je le disais, essaient de la jouer globale et qui commencent à y arriver vraiment. Il y a notamment des startups dont on parle régulièrement, comme Conduit. Alors Conduit, ça se prononce pas exactement, je ne sais pas comment vous le prononcez vous, Conduit. Conduit. Hein. Et Wix aussi. Moi, j'aime bien Wix parce que c'est assez professionnel, c'est pour faire des sites en HTML5, mais c'est vraiment une belle startup dont on a pas mal parlé depuis un an ou deux. Des startups comme ça, et c'est vraiment de devenir complètement global. C'est une très belle startup, Wix, et j'aime bien la comparer avec Waze parce qu'ils ont levé des sommes qui sont proches, en dizaines de millions de dollars. Ils ont aujourd'hui à peu près le même nombre d'utilisateurs, un petit peu plus de 30 millions. Bon, maintenant, avec le rachat de Google, ça change. Mais on a deux stratégies différentes. Waze allant vers le rachat, alors que Wix, grâce à son modèle premium qui marche pas mal depuis un certain temps, ils vont carrément vers la IPO, donc vers la... Comment est-ce qu'on appelle ça en français? La levée en bourse, l'introduction en bourse, merci. Donc ils sont en train de préparer leur introduction en bourse. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu ça en Israël, ça fait plaisir. Surtout que il y a quelques heures, il y a eu une autre annonce d'une autre grande boîte israélienne qui s'appelle Outbrain, j'en reparlerai à un autre moment, qui sait faire du big data analysis et proposer des contenus à la volée sur les sites web, vient aussi d'annoncer qu'elle prépare une introduction en bourse. Donc ça, c'est une belle tendance. Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que ça ne s'était pas passé en Israël et on en entend parler de plus en plus. Ça permet de se consoler un tout petit peu du crash de Better Place, hein, qui est quand même la start-up dont on a parlé et reparlé, qui proposait des voitures électriques avec un système de recharge automatique carrément vraiment automatisé des batteries de ces voitures dans des stations essence tout simplement, enfin des stations classiques qu'on montait, on faisait changer par un robot la batterie et ça pouvait rouler comme ça. Malheureusement, ça n'a pas roulé très longtemps. Bon, il y a Tesla. Hein. Oui, il y a Tesla. Ils ont remplacé. Voilà, avec le fameux Musk aux États-Unis, qui est la star de la Silicon Valley, Elon Musk.
Une énorme star. Ouais, tout le monde Incroyable. rêve d'être proche de ce type-là, qui est le type qui invente vraiment le futur. Quoi. Ouais. Moi, je suis proche géographiquement, mais voilà, ça s'arrête là. Alors il y a Tesla, il y a les voyages dans l'espace, il est là-dessus, et il est aussi sur le train, le train qui va Los Angeles, San Francisco. Qui va circuler dans un tube à vide, tout simplement. Logique, hein. On y avait pensé, mais bon, c'est une question, après, c'est une question de financement. 50 ans qu'on en parle de ce tube à vide, et lui il fait des choses comme ça. Et il les lance, et pour l'instant il a l'air de les réussir en plus. Ouais, il s'en sort pas trop mal. Ça s'en sort pas trop mal. Ouais. Puis une Tesla, c'est bien, parce que l'accélération d'une Tesla, c'est quelque chose. Hein, et ça ne consomme pas grand-chose. Juste un mot rapide. On le sait aussi, Israël attire toujours les étrangers qui viennent régulièrement voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est le cas des Français. Il y a une délégation française qui vient encore de venir faire un petit tour du côté d'Israël pour voir ce qui se passait récemment. Il y a d'autres personnes qui vont venir. Il y a Fleur Pellerin qui va aller en Israël dans quelques temps. Donc ça n'arrête pas, en fait, aussi. Hein. Bah écoute, ça c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. En juillet, d'ailleurs, je l'organisais avec mon frère. On a organisé un voyage de l'IE Club autour de l'innovation. Plus de 30 personnes qui viennent, des entrepreneurs, des investisseurs. Il y a dans 3 semaines un autre groupe qui vient de 50 partners, donc un business club aussi de business angel qui vient. Donc c'est une bonne dynamique. Ça faisait beaucoup de temps qu'on n'avait pas vu tant de Français, sauf sur la plage de Tel Aviv. Mais c'est un autre sujet. Ça, c'est pas les derniers pour venir lever le coude sur la plage de Tel Aviv pendant tout l'été. C'est assez incroyable. Pendant l'été, sur les plages de Tel Aviv, c'est impressionnant. J'ai qu'on parle beaucoup français sur la plage de Tel Aviv. Ouais. Voilà. Et là, il y a une bonne dynamique. Il y a des grandes entreprises françaises, Lagardère et autres, qui viennent, des investisseurs. Fleur Pellerin qui va arriver, ça vient d'être reporté, je crois, à novembre, la journée de l'innovation. Il y a des rumeurs qui courent que François Hollande devrait venir aussi avec elle et faire un événement encore plus important. Je crois que c'est un très bon moment pour aujourd'hui, pour l'écosystème et français et israélien de faire des choses ensemble. Et on voit que les gens du business de l'innovation n'attendent pas ni la ministre, ni le président. Tu restes avec nous ? On va accueillir Aurélie Davot dans quelques secondes. On va peut-être essayer cette fois-ci de faire un vrai truc de professionnel de la télévision, hein je voulais la sortir. On est à Boulogne, il y a quand même TF1 et Canal+ qui sont à 2 mètres. Juste à côté, donc c'est la 3e grande chaîne, en fait, c'est Watch TV maintenant, du côté de Boulogne. Et on va mettre un jingle, quelque chose, enfin, si ça marche, là, on va... Hein. Stratosphérique, les moyens sont stratosphériques. Et là, ça a bien fonctionné. Il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas lequel c'est. Aurélie Davot, est-ce qu'elle est là, Aurélie ? Est-ce qu'elle est avec nous ? Bonsoir. Bonsoir, Aurélie. Joli sourire. Oh là, vous avez des tableaux derrière. Vous êtes où exactement là ? Dans mes bureaux. Ah, dans les bureaux, carrément à cette heure-là. Bon, merci d'être... Exactement, oui. Merci d'être resté aussi tard. Vous êtes la fondatrice... C'est avec plaisir. Fondatrice et CEO de mafringue.com. Là, ça va être difficile de donner le nom Mafringue tout seul. En fait, on dit vraiment mafringue.com, j'ai l'impression. Tout à fait. Vous venez d'un autre .com qui s'appelle La Fourchette, a priori. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait Lafourchette.com, mais en Espagne. En Espagne, qu'est-ce que vous faisiez là-bas exactement ? En fait, j'ai ouvert en fait le département marketing, donc eltenedor.es, donc lafourchette.com, simplement. Comment vous dites en espagnol ? eltenedor.es. Ah oui, c'est autre chose en fait. Les startups, quand on les envoie en Espagne, en général, il faut éviter vraiment de traduire en espagnol pur. Hein. Je me souviens de Vente Privée qui avait essayé de se lancer sous le titre de Venta Privada en Espagne. Et alors, ça avait fait un four absolu. Quoi. Ils s'étaient rendu compte qu'en fait, personne ne comprenait même la notion de vente privée. Aux États-Unis, ils sont pas embêtés. Hein. Ils sont lancés sur venteprivée.com. Oui. C'est le même nom. Hein. Mais ils ont raison parce que ça a un petit côté français qui peut être sympa. Ouais. En fait, vous étiez là-bas en Espagne pour La Fourchette. Vous avez une grande expérience des startups. Et puis, il y a eu cette idée de mafringue.com. Et pour lancer cette startup, vous n'êtes pas allé chercher bien loin les investisseurs puisque votre, on va dire presque co-créateur, c'est Denis Fayol, qui est le créateur de lafourchette.com, qui cofinance à hauteur de 300 000 avec d'autres la startup. Donc comment ça s'est passé ? Vous allez voir Denis Fayol à un moment précis, vous dites je voudrais quitter la startup pour monter une autre et en plus c'est vous qui allez payer ?
C'est ça qui se passe? Non, non, pas du tout. En fait, j'ai travaillé pratiquement pendant 3 ans avec Denis, donc au sein de lafourchette.com. Et quand il est parti de la fourchette, il m'a contacté il y a au mois de janvier en me disant, voilà Aurélie, j'ai un nouveau concept, mafringue.com. Alors à l'époque, on ne savait pas vraiment si on allait appeler mafringue.com. Et il m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de travailler, de collaborer avec moi? Donc tout ça, bon, j'ai dit, écoute, viens me voir en Espagne, présente-moi le projet et puis on va voir. Et au final, il m'a présenté le projet et j'ai trouvé que le concept était effectivement très pertinent. Donc j'ai dit bingo, je quitte l'Espagne et je viens te rejoindre, tout simplement. Mafringue.com, c'est un comparateur de prix en fait. On dit aussi un shopbot. Hein. Un shopbot, exactement. On est un comparateur de prix de vêtements. Simplement. Mais qui va plus loin que d'autres. Alors, il n'y en a pas tant que ça, des comparateurs de prix de vêtements déjà, spécialisés, mais lui, ce qui fait la différence dès le départ, c'est le nombre absolument impressionnant de critères. Vous avez voulu partir sur une trentaine de critères, c'est pour les femmes, uniquement pour les femmes pour l'instant. Ce qui explique aussi les critères, parce qu'on parle de décolleté notamment, d'imprimé ou non, enfin c'est des notions qui échappent un peu plus aux hommes, ça, même si certains s'intéressent à ça, moins au décolleté quand même, dans leurs fringues. Mais la matière, la coupe, la taille, l'imprimé ou non, tout ça, ce sont des critères qui rentrent en ligne de compte vraiment dans le choix et dans la comparaison. Exactement, c'est pour ça qu'on se définit vraiment comme le premier shopbot spécialisé dans la mode. En fait, on s'est aperçu avec Denis que les e-shoppeuses perdaient un temps monstrueux pour trouver tout simplement le vêtement de ses rêves. Donc de cette réflexion, en fait, on a développé ce moteur de recherche, donc qui est actuellement donc unique, basé donc sur 30 critères, qui permettra réellement à la e-shoppeuse de trouver sa tenue en quelques clics. C'est-à-dire que comment vous faites pour aujourd'hui avoir toutes ces informations sur chacune des fringues? Il y a une vingtaine de marques, c'est ça à peu près, qui sont référencées, 20 catalogues. Comment vous récupérez les informations? Ce sont des infos qui sont disponibles directement au niveau des fiches produits des marques au départ et qui n'étaient pas utilisées, ou c'est vous qui en rajoutez finalement une couche entre guillemets? C'est nous, en fait, j'ai une équipe d'accros, je les appelle les accros de la mode, qui sont responsables d'un portefeuille de marques. Et elles vont effectivement qualifier chaque produit et ressortir tous les critères de chaque vêtement. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a combien de références sur l'ensemble du site? Alors pour l'instant, on en est à 3000, mais très rapidement, on a une ambition de rentrer plus de 30 000 références. Bon, vous savez que les comparateurs, en général, il y a beaucoup de gens qui, quand ils entendent ce mot-là sur Internet, sortent un peu leur revolver parce qu'il y a eu des histoires depuis des années et des années. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est à la mode, entre guillemets, de faire de la comparaison de produits et de montrer patte blanche, c'est-à-dire de montrer qu'on est indépendant dans ses choix, dans les propositions en tout cas qu'on fait? Je vous ai pas entendu, excusez-moi. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, être un comparateur est pas incompatible avec le fait d'avoir une image un petit peu, un peu propre sur soi, parce que les comparateurs ont été salis par d'autres précédents avant. Alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour dire, voilà, nous on compare selon des critères objectifs et on truque pas les résultats finalement? Non, l'idée c'est pas de truquer les résultats. L'idée c'est effectivement de pouvoir répondre réellement en fait aux besoins de la e-shoppeuse. Actuellement, je pense que il y avait vraiment une frustration. Comparateur de vêtements, oui, on a un comparateur de vêtements puisqu'en fait on va proposer plusieurs types de marques on va proposer donc plusieurs types de marques et non, je pense pas que ça soit un comparateur pour truquer ou pour. Non, je dis pas que c'est pour truquer. Je dis que certains comparateurs ont fait des choses qui n'étaient pas très claires. Oui, on va c'est pas. ce que tu as dit. Voilà. Non, Comment? Pas très... Non. Quand vous dites pas très clair, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a des comparateurs qui finalement ont mis en avant des produits qui n'étaient pas nécessairement les plus intéressants, les moins chers pour les internautes, mais qui étaient ceux sur lesquels ils avaient des marges les plus importantes. Ah oui, on sait que ça s'est beaucoup passé, ça a beaucoup et ça fait se passe causer. jusqu'à présent. Ça se passe encore aujourd'hui, donc c'est vrai que encore, aujourd'hui bien sûr. le mode de comparaison sur Internet a parfois un peu mauvaise presse, mais là vous êtes sur un secteur un peu vierge dans le domaine en fait aussi. Oui, tout à fait. Peut-être, mais bon, pour l'instant, on n'en est encore pas là. Pour l'instant, on est en train de se lancer. On veut donner un très bon service au niveau des shoppeuses, comme on l'a fait au niveau de la fourchette.com. Voilà, donc pour l'instant, on n'est pas sur ce type de shopbot. Il y a la possibilité de créer son propre profil, de créer son propre look, en fait, en mélangeant un petit peu les différents éléments. Et vous jouez là-dessus aussi, vous jouez sur le côté un peu
personnels, démonstratifs, voire même influenceurs de certaines chopeuses qui vont pouvoir en fait dire voilà, moi avec tout ça, je me crée vraiment un look et je vous le propose et je vous le soumets. C'est un petit peu ça aussi l'idée qui est derrière. Oui, l'idée, c'était effectivement de créer un réseau social pensé pour nos chopeuses, sur lesquelles, en fait, dans lequel elle va pouvoir effectivement créer son propre look, pouvoir les partager avec la communauté de mafringue.com, mais également avec ses amis, de pouvoir commenter, de pouvoir partager. Et puis je trouvais que c'était effectivement voilà, sympa d'utiliser effectivement tout le catalogue qu'on a sur la partie e-commerce, donc sur la partie comparateur, et de pouvoir créer voilà, des looks et puis de pouvoir reprendre par la suite, dire tiens, j'ai créé tel look il y a une semaine, j'ai bien aimé ce t-shirt-là, je vais l'acheter parce que ça permet d'avoir un petit book. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence actuellement sur ce secteur-là ou est-ce que vous avez le sentiment de défricher un peu un terrain, Aurélie? Des concurrents, écoutez, je pense qu'on a peut-être Google Shopping, qui est un de nos concurrents. Alors avec moins de précision, évidemment, dans les critères de recherche, ça c'est évident. C'est qu'on est vraiment, eux, ils sont beaucoup plus larges, spectre large quand même. Oui, mais bon, quelque part, c'est quand même un de nos plus gros concurrents et c'est pas des moindres. Oui, non, ça c'est vrai que Google Shopping, c'est une petite boîte qui marche bien, Google Shopping, c'est bien. Oui. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait en se disant comment est-ce qu'on va prendre une place vis-à-vis de géants comme ça? Quel est l'élément différenciant en fait sur lequel vous allez jouer? Écoutez, comment on va jouer? On va essayer d'être meilleur que tout simplement. Non, mais comme je dis, la concurrence, c'est comme ça aussi également qu'on progresse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de concurrence, à un moment donné, on régresse, on cherche jamais à s'améliorer. Là, le fait d'avoir effectivement, par exemple, un Google Shopping, ça va nous permettre en fait de nous surpasser et de pouvoir offrir un service meilleur que les autres. Ceci dit, Ilan qui est à côté a réussi à faire un succès d'une boîte qui fait un outil de productivité, ce qui était quand même fait par des grosses boîtes, notamment américaines. Notamment Google. Notamment. Donc quand on est une petite boîte et qu'on est un peu agile et intelligent, on peut arriver à s'en sortir dans ce secteur-là. Bien sûr, entièrement. Ouais. Bien sûr. Et on fait comment? L'innovation vient des petits d'ailleurs, ne vient pas vraiment des Google. Au contraire. Par contre, Google, ce qui est vrai, c'est qu'il s'intéresse de plus en plus au e-commerce. Ça, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Mais c'est bon pour Aurélie. Au contraire. Oui. Ça veut dire qu'il y a des revenus derrière, il y a un marché. Il y a un marché, ça c'est clair. C'est gentil, merci. On va dire merci à Yossi qui, je crois, était en train d'avoir la tête qui tombait doucement. La dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit, ça y est, Yossi est en train de nous lâcher complètement. Il est parti. En plus, je pense qu'il a dû tomber directement sur son ordinateur. Il est tard à Tel Aviv. Et on va accueillir Alexandre Diar. Alexandre Diar, qui est le cofondateur de IamLaMode.com. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous, Alexandre. Oui, je suis là. Salut Alexandre, bienvenue. Bonjour Bertrand. Bonsoir. Vous êtes donc le cofondateur avec Jérôme Laval de IamLaMode.com. Est-ce que la boîte est de Marseille ou pas au départ? Exactement. Nous avons fondé la start-up à Marseille. Oui. D'où le petit clin d'œil à IAM la mode, en fait, tout simplement. Hein. Oui, exactement. Ouais. Et vous étiez deux étudiants, vous êtes rencontrés tous les deux comme étudiants et vous avez décidé de faire un site de crowdfunding pour aider les créateurs de mode. En fait, c'était une première parce que je crois qu'il n'y avait pas d'équivalent. C'est exact. On s'est rendu compte que le marché du financement participatif avait une porte ouverte pour la mode et donc on a décidé de s'y engouffrer en créant la plateforme I Am La Mode. Est-ce que vous connaissiez ce que fait Aurélie avec mafringue.com? Est-ce que vous suivez concrètement ce qui se passe dans ce secteur-là au global et ce que vous pensez de ce qu'elle nous a raconté? Je pense que son concept est très intéressant et oui, bien sûr, nous suivons tout ce qui se passe dans le milieu de la mode, aussi bien de la partie e-commerce et des innovations qu'il peut y avoir dans l'e-commerce que dans la mode en général. Aurélie, vous aviez entendu parler aussi de I Am La Mode de votre côté? Non, personnellement, non. Désolée. Je ne sais pas s'il peut exister des passerelles entre deux services comme ça, c'est extrêmement différent de fait. Comment, Aurélie, on va continuer 2 secondes avec vous, mais comment vous avez
créer vraiment l'équipe autour de cette start-up à un moment précis, quels sont les genres de profils dont vous avez besoin pour créer ça? Est-ce que ce sont des e-shoppeuses, des filles, beaucoup dans l'équipe, ou est-ce que finalement il y a une couche qui est une couche extrêmement technique de e-commerce, de comparaison, de mise en place des critères qui fait que finalement ce sont des profils très très technologiques finalement? Non, c'était vraiment des profils, des personnes. Alors, c'est vrai que mon équipe est constituée particulièrement de filles, sauf qu'effectivement, mon chef produit est un garçon. Mhm. Mais c'est vrai qu'en termes de tout ce qui était critères, il fallait vraiment que je trouve des vraies e-shoppeuses, des personnes qui soient vraiment accros de la mode. Mhm. Parce que voilà, vous passez des jours entiers à vraiment qualifier le produit, à trouver des nouveaux critères, à connaître ce qui se passe dans l'univers de la mode, etc. Oui, parce que le nombre de critères, finalement, une fois que vous avez lancé ou ouvert la boîte de Pandore sur le nombre de critères, vous pouvez en rajouter 5 ou 10 supplémentaires, finalement, avec l'expérience sociale, avec l'expérience des utilisatrices du service. Ça peut s'étoffer, c'est le cas de le dire, avec 100 villages de mots, de façon énorme, en fait, à l'arrivée. C'est un peu ça l'idée, j'imagine aussi, non? Eh ben, pour vous dire, en fait, quand Denis m'avait proposé le concept, on était à peu près à 25 critères. Aujourd'hui, on en a 30 et je pense que très rapidement, on va être à 35, 40. C'est voilà, au fur et à mesure, voilà, par rapport à des styles, par rapport à des tendances, on va créer effectivement de plus en plus de critères. Tout à fait. Est-ce qu'il vous semble que... Et ça, c'est vraiment l'équipe. C'est grâce en fait à toute mon équipe, les vrais accros. Je les appelle vraiment les vrais accros de la mode. Vous avez l'impression que c'est ce que vous faites vous, ou est-ce que c'est une tendance finalement du web et certainement du e-commerce au sens large que d'aller de plus en plus dans la précision et d'offrir une expérience qui soit le plus proche vraiment des envies des consommateurs? Est-ce que c'est une nouvelle phase du e-commerce qui va être là en branle dans tous les secteurs à votre avis? Oui, je pense parce qu'en fait, Internet se développe énormément et que voilà, on s'est vraiment aperçu que, l'idée de mafringue.com, c'était vraiment de recréer sur le web le bonheur d'une séance de shopping. Puisque comme je disais au départ, c'est de perdre du temps à chercher juste une petite tenue. C'était pas normal. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, on va devoir. Enfin, je pense que des moteurs de recherche comme ça aussi pointus permettront réellement de faciliter. L'achat pour tout type de personnes, que ce soit dans l'univers de la mode, comme dans l'univers, je sais pas, actuellement les supermarchés, vous pouvez faire vos achats sur Internet. Est-ce qu'il y a des prévisions là, très prochaines de nouveautés sur le service? Qu'est-ce que vous travaillez là concrètement maintenant? Eh bien, écoutez, en fait, qu'est-ce qu'on travaille simplement, c'est que juste avant de lancer notre site officiellement, on va dire, on a fait tester en fait notre mafringue.com en avant-première par des mains expertes, donc les blogueuses. Et on leur a fait bien évidemment donc tester le site, on leur a posé certaines questions. Et notamment, on a eu des bonnes remarques, et notamment le fait au niveau du social, donc dans la communauté, la création des looks, qu'il manquait la partie chaussures, accessoires. Donc là, on est en train justement de retravailler tout ça pour effectivement offrir à l'e-shoppeuse, le jour où effectivement elle va pouvoir créer son look, de pouvoir créer le look à la fois avec ses vêtements, mais à la fois des accessoires et des chaussures. Je ne sais pas si ça a été précisé au tout début, mais je crois que vous êtes en ligne depuis officiellement le 29 août, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout récent. Hein. Exactement, depuis le 26 août, exactement, tout à fait. Ça fait une quinzaine de jours que vous êtes actifs, donc là c'est vraiment le lancement complet de ce service. Oui. C'est une activité à plus que plein temps là, ces temps-ci. Vous devez être sur le charbon, c'est pas très étonnant que vous soyez encore au bureau à cette heure-là. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, c'est passionnant, donc c'est avec plaisir. Restez avec nous parce qu'on va découvrir aussi ce que fait exactement Alexandre Diard avec la IamLaMode.com. Je crois qu'on a une petite vidéo en fait qui résume un petit peu le concept même si c'était le concept de départ. Vous allez voir qu'il a un peu bougé, mais déjà ça nous permet de nous faire une petite idée là.
IamLaMode.com, comme quoi à Marseille, on fait aussi des startups et pas simplement des faits divers. Et ça change un tout petit peu d'avoir cette vision-là de cette ville qui est absolument superbe, vraiment superbe. Et si vous avez l'occasion d'y aller, faites-y un tour. Tu connais un peu Marseille, non, Ilan? J'ai juste étudié 4 ans là-bas. C'est vrai. Voilà. Et ça a beaucoup changé depuis parce qu'avec le Mucem, entre autres, et compagnie, ça a pris vraiment de l'ampleur. J'adore Marseille. Alexandre, vous êtes toujours à Marseille ou vous êtes ailleurs maintenant? Là, moi, je suis remonté sur Paris. D'accord. Et votre collègue Jérôme? Alors, mon collègue Jérôme, lui, a déménagé à Montélimar. Ah oui, donc évidemment. Et on a un troisième associé qui nous a rejoint il y a 2 mois, donc Valentin Berthomé, qui est lui basé à Nantes. Et d'accord, vous travaillez uniquement comme ça, avec des moyens de communication modernes. Exactement, on utilise des nouvelles technologies et donc on est sur Skype toute la journée en train de travailler. Par rapport à la petite vidéo qu'on a vue, on a bien compris qu'il s'agit donc de faire appel aux investissements des internautes, donc de faire du crowdfunding pour lancer des productions de créateurs de mode. Ça peut ressembler à ce que faisait, je ne sais pas, La Fraise il y a quelques années sur les t-shirts par exemple. Est-ce que ça ressemble à ça vraiment? Mais ce qui a changé pour le coup, c'est que maintenant on n'est plus dans un partage à l'issue de la production, on n'est plus dans un partage des recettes entre le site, le créateur de mode et l'internaute qui a payé. Ça a un petit peu bougé ça. Vous précisez tout ça? Oui. Alors effectivement, à la base, vous l'avez bien résumé, on était en tripartie avec le créateur. Donc le créateur, on gérait donc la production pour lui et les internautes servaient à financer. Aujourd'hui, en fait, on a décidé d'élargir notre spectre. Donc il n'y a plus que les créateurs de mode qui sont les bienvenus. Il y a également les photographes de mode qui peuvent venir et en décidant de financer par exemple une exposition photo. Mais ça peut être également un écrivain qui souhaite écrire un livre sur la mode et qui souhaite pouvoir le financer. Ça peut être un blogueur de mode. C'est qui concerne la mode aujourd'hui, quoi. Exactement. C'est vraiment tous les types de projets mode qui peuvent venir se faire financer sur IAM la mode. Bon, on peut financer le billet d'avion d'une très jolie Ukrainienne qui veut venir faire de la mode à Paris, par exemple. Non, ça marche ou pas? Tous les projets sont imaginables, non? Tout à fait. Du moment que c'est lié à la mode, tout est imaginable. ça fait rire Ilan. Non, mais c'est vrai. Il y a énormément de mannequins venus de l'Est et c'est pas évident financièrement pour elles de venir à Paris ou à Milan pour faire des books. Quoi. Ouais. Donc on peut très bien les aider si on y croit. Pourquoi pas, après tout, hein? Bien sûr. Un modèle pourrait très bien venir et dire qu'elle a besoin de tant d'argent pour créer son book. C'est tout à fait possible. Non, ce qui est intéressant là dans le modèle, c'est par rapport à Kickstarter, c'est que l'internaute, pour le coup, peut gagner de l'argent à travers son investissement. Donc c'est un investissement. Là non, pour le coup, justement, on ne gagne plus maintenant. Ah, mais parce que c'est ce qui est sur la vidéo. Sur la vidéo. D'accord, ça a changé. Voilà. Non, Ilan est fatigué, il est tard, il faut l'excuser. Non, je suis en pleine forme. Pour moi, il est midi. Hein, donc on venait d'expliquer, Ilan. Le monsieur te demande si tu avais regardé la vidéo. On venait d'expliquer que ça avait un petit peu bougé, justement. Que maintenant, ce sont plutôt des récompenses, des cadeaux, des choses comme ça qui sont. Exactement, des contreparties. On s'est rendu compte, en fait, on avait lancé donc, le plus site d'argent en mars 2013. Non, je blague. Mais vous vous êtes rendu compte que... Donc on a lancé le site en mars 2013, effectivement sur à la base un système où les gens pouvaient gagner de la rémunération en investissant sur les projets. Et au bout de 4 mois, on s'est rendu compte que ça décollait pas et que c'était pas vraiment ce que les gens attendaient, parce que mettre 10 € pour attendre 1 an et peut-être gagner 3 €, les gens n'étaient pas intéressés et au final ils préféraient mettre peut-être 50 ou 100 € pour obtenir un cadeau. Et ça pouvait être la production quel genre de cadeau pour le coup, parce que c'est pas €. nécessairement de l'argent qu'on veut, mais si on craque pour la fringue d'un créateur ou pour la photo, ce qu'on veut c'est une reproduction de la photo ou la fringue. Exactement. Donc c'est vraiment c'est lié à ce qu'on a produit quand même, à ce qu'on a aidé à produire au départ, le cadeau. Oui, c'est lié à la production lorsque c'est un créateur de mode, mais ça peut être, si c'est un blogueur par exemple qui souhaite organiser un événement, ça peut être une vente privée ou ça peut être une expo. Après, le créateur peut proposer la contrepartie qu'il souhaite. Le porteur-projet. Donc c'est vraiment le modèle Kickstarter. Oui, là c'est exactement. On est vraiment dans les exactement, trucs. Spécialisé dans la mode. Alors, contrairement à Kickstarter, le petit plus qu'il y a, c'est qu'une fois que les personnes ont pu financer leur projet, elles ont la possibilité de venir sur la plateforme et de rejoindre l'onglet e-shop pour proposer les projets issus de leur, les produits issus de leur projet à la vente sur IAM la mode. IAM la mode devient donc un nouveau canal de distribution pour eux et ça leur permet de gagner en visibilité. Vous avez démarré en mars dernier, c'est ça? Alors en mars dernier, c'était la première version et la nouvelle version, on est depuis juillet. Combien de projets ont été financés aujourd'hui? C'est vraiment le début, donc ça démarre. Alors c'est vraiment le début. Donc là, on a le premier projet qui va aboutir à ces 3 mois et la personne avait demandé 3500 €. C'est Sandra Madis qui fait des sacs. Et aujourd'hui, on est déjà à 4700 €.
de financement. Et on a déjà plus de 150 créateurs qui sont en attente de joindre la plateforme, parce qu'on offre également un coaching sur la communication que ces personnes doivent mettre en place pour pouvoir réussir à lever les fonds. Est-ce que comme sur Kickstarter, on fait des petites vidéos? Comment est-ce qu'on présente son produit? Alors effectivement, on peut mettre des vidéos. Donc là aujourd'hui, il n'y a qu'un seul, qu'un seul projet qui montre vraiment les vidéos, mais c'est ce vers quoi on est en train de tendre, parce que la vidéo permet de se mettre plus proche du contributeur, mais également avec une description, on déroule une description écrite qui permet de raconter un petit peu son histoire et d'expliquer le projet qu'on souhaite mettre en place et à quoi serviront les fonds. Vous avez de vous-même, tous les trois, des contacts déjà dans le milieu de la mode, ou est-ce que vous êtes juste des passionnés? Parce que, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une adhésion globale des jeunes créateurs, qu'il y ait tous les gens qui gravitent autour du monde de la mode, qui est un monde un petit peu fermé, qui fonctionne pas mal en autarcie, et qui viennent vers vous aussi, qui sachent que vous existez. Alors effectivement, on est en train de faire des partenariats avec les écoles de mode. On en a déjà signé avec une école au Mexique, 2 écoles en France, une école à Istanbul. On est en train de voir avec une école en Russie. Voilà, on est en train de faire des partenariats avec des écoles françaises et internationales. Est-ce que Aurélie est toujours avec nous? Aurélie Davo, est-ce qu'elle est là? Juste un petit mot. Aurélie, vous avez entendu ce que disait Alexandre Diard. Est-ce que vous pourriez éventuellement proposer dans votre catalogue quelque chose qui serait issu comme ça à un moment ou un autre d'un jeune créateur? Ça fait partie des choses que vous ferez un jour? Ah, tout à fait. La seule chose, c'est que comme pour l'instant, en fait, on est un intermédiaire entre la e-shoppeuse et le marchand, malheureusement, on ne vend pas pour l'instant sur notre site. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas acheter sur notre site. Mais pourquoi pas? Actuellement, par exemple, je viens de signer avec Émilie Renard, qui est une jeune créatrice, qui vient de voilà, se lancer son e-shop, bien évidemment. Enfin, ça serait logique. Et les marges seront plus élevées en plus. Absolument. Ça sera Exactement. Voilà. Et alors, si tout le monde est content sur des marges plus élevées à la fin, je crois qu'on va rester sur cette conclusion-là. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup, Aurélie Davo. C'est mafringue.com. Merci aussi à Alexandre Diard, donc cofondateur de IamLaMode.com. Yossi nous a quittés. Yossi Dan, il est parti se coucher du côté de Tel Aviv. Et merci d'être passé en hologramme. Ah non, c'était le vrai en fait. Oui. Ah, c'est dingue. Eh oui. Je suis déçu, franchement, la technologie. La prochaine fois, la prochaine fois, ce sera plutôt virtuel et ce sera du côté de Palo Alto. Tu vas rentrer dans quelques jours. Ouais. Merci beaucoup. Et puis merci à Benjamin Vincent d'avoir réalisé de main de maître ce rendez-vous que vous pouvez retrouver évidemment. Alors là, on était en direct pour la première, comme on l'est d'ailleurs un mercredi sur 2 à 22h, entre 22h et 23h. Et ensuite, vous retrouvez tout ça en random, je ne sais pas comment on dit, c'est quoi le terme, en replay sur Watch TV. Voilà, dans la diffusion live de Watch TV sur YouTube /Watch TV, sur Dailymotion /Watch TV. Et puis, vous pouvez isoler d'ailleurs à n'importe quel moment la vidéo, cette heure-là, pour la regarder quand vous voulez, faites circuler. Et il y a également le hashtag pour commenter tout ça. C'est donc Watch TV ou Watch Up en l'occurrence, OUATCH. Merci Ilan, à bientôt. Merci Bertrand. Bonne soirée à tous. Merci, ciao.